Bonjour. Je vais parler aussi de la méthode des polynômes en combinatoire. C'est un phénomène assez surprenant. Il y a pas mal de problèmes en combinatoire qu'on peut résoudre avec l'aide des polynômes, malgré le fait que les problèmes ont apparemment rien à voir avec les polynômes. Je vais vous donner deux exemples des solutions remarquables à deux problèmes qui avaient été ouverts pendant longtemps. Et après, si j'ai le temps, je vais vous montrer un troisième résultat qui est plutôt un lemme qu'on peut utiliser dans pour résoudre plusieurs autres problèmes. Voilà. Donc, je vais commencer avec un résultat qui s'appelle le problème de Kakeya pour des champs finis. Et je ne vais pas parler du vrai problème de Kakeya. Je vais juste poser la question qui a été, le problème qui a été résolu par Ziv Dvir. Et le problème est le suivant. Si on a le champ, l'espace vectoriel fp exposant n, p est un nombre premier, et disons qu'une droite dans cet espace vectoriel est un ensemble de la forme x plus ty, tel que t est un élément de fp. Donc c'est une droite affine. Et on va dire que c'est une droite affine et la direction est y, dans la direction y. Et la question est si A est un sous-ensemble de fp exposant n, contient, ça je vais donner un nom, je vais l'appeler LXY, contient pour chaque y à 0 une droite LXY, c'est-à-dire dans chaque direction possible, A contient toute une droite dans cette direction. Quelle est la taille minimale possible de A? En particulier, est-ce que on a une borne de la forme A est au moins un constant qui peut dépendre sur n multiplié par la taille de l'espace. Alors, est-ce qu'A a une densité qui ne dépend pas de P? Et pour ce problème, on imagine que n est fixe et P
tend vers l'infini. P est grand. Et on va voir qu'on va obtenir une borne inférieure de P puissance n divisé par le factoriel de n. C'est le théorème de Dvir et il a utilisé les polynômes d'une manière essentielle. C'était une grande surprise parce que sa preuve était vraiment très simple. Et le problème avait été ouvert pendant longtemps, comme j'ai dit. Je vais commencer avec un petit lemme technique qui est que je vais appeler un monôme de degré D à n indéterminé x1 jusqu'à xn et un polynôme de forme x1 puissance R1, xn puissance Rn, tel que R1 plus Rn égale D. Et je vais l'appeler un monôme sans le constant. C'est un monôme avec un constant 1. Et je vais l'appeler un monôme. Et le lemme est que le nombre de monômes de degré au plus D à n indéterminé et n plus D, non, et D parmi n plus D. C'est un peu plus, c'est la même chose, mais c'est un peu plus facile si je dis n parmi n plus D. Ça ne change rien, mais c'est un peu plus convenable. Donc, et pour voir cela, je ne vais pas écrire une preuve formelle, je vais vous montrer pourquoi c'est le cas. C'est parce que, imaginons qu'on a un sous-ensemble A des entiers 1 jusqu'à n plus t. Je vais vous rappeler encore que c'est 1, 2 jusqu'à n plus t. Donc, ici, on a les nombres voilà, jusqu'à n plus t. Maintenant, je vais choisir n de ces nombres. Etc. Et maintenant, je veux utiliser cet ensemble, ce sous-ensemble pour choisir les exposants R1 jusqu'à Rn. Et ça, je peux faire en comptant le nombre d'éléments du grand ensemble entre les flèches ici. J'ai n flèches, j'ai
0 avant le premier, 0 entre les deux premiers. Et ici, j'ai 1. Ici, j'ai 1. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai 3, etc. Et donc, étant donné mon ensemble, et je termine juste avant le dernier flèche. Donc, si je vais juste imaginer que c'est tout l'ensemble là. Ici, j'ai 2. Et maintenant, j'arrête. J'ai n flèches, donc ça me donne la suite 0, 0, 1, 1, 0, 3, 2. Et la somme des nombres là va être au plus d parce que il y a au plus des éléments de 1 jusqu'à n plus d avant la dernière flèche qui ne sont pas pris par les flèches. Et on peut faire le processus inverse. On peut, étant donné une suite comme ça, on peut reconstruire la suite de flèches, l'ensemble d'endroits où on a mis une flèche. Et donc, on a une bijection. Il y a une bijection entre les monomes de degré au plus d et l'ensemble de sous-ensemble de n plus d de taille n. Et ça nous donne exactement cet nombre-là. Bien, c'est le premier lemme. Deuxième lemme, qui est... Je vais écrire un peu plus formellement maintenant. Soit A, un ensemble de taille inférieure à n plus d, n parmi n plus d. Alors, il existe un polynôme non trivial, c'est-à-dire pas le polynôme 0, de degré au plus d, un polynôme p tel que px égale 0 pour chaque x dans A. C'est-à-dire un polynôme qui est 0 sur A, mais pas 0 partout. Pas le polynôme 0. Et la preuve, chaque polynôme de degré au plus d à la forme px égale la somme sur les suites R1 telles que R1 jusqu'à Rn telles que R1 plus jusqu'à Rn est au plus D
C R1 Rn x1 exposant R1 xn exposant Rn. Et si on veut que ce polynôme est 0 sur A, mais on veut trouver les coefficients CR1 jusqu'à Rn tels que P est 0 sur A. Cette condition-là nous donne A, condition linéaire, une condition pour chaque élément de A sur les coefficients CR1, CRn, mais il y a n plus d, n parmi n plus d coefficients. Donc, on a un système de n plus de la taille de A, équation linéaire, et on a dans à n parmi n plus d indéterminé, qui sont les coefficients là. Et donc, on peut trouver une solution non triviale, une solution telle que pas tous les coefficients sont 0. C'est-à-dire, on a une solution qui nous donne un polynôme qui n'est pas le polynôme 0. Il faut distinguer entre, c'est important pour cette preuve, de distinguer entre les polynômes qui sont 0 partout et les polynômes qui et le polynôme qui est 0. Par exemple, il faut distinguer entre le polynôme x1 puissance p moins x1 qui est 0 partout, mais ce n'est pas le polynôme 0. Je vais dire qu'un polynôme est 0 partout s'il prend les valeurs 0 partout, mais je vais dire qu'un polynôme est 0 si c'est le polynôme 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous donner un autre lemme qui n'est pas trop difficile, qui est soit P un polynôme de degré inférieur à P à n indéterminé, comme et toujours les coefficients sont dans Fp, tels que Px égale 0 pour chaque x, un élément de Fp exposant n. Alors, P est 0.
le seul polynôme qui est 0 partout est de degré moins que p est le polynôme 0. Et la preuve, c'est une preuve par récurrence. On va écrire px1 jusqu'à xn égale x1. Le degré est moins que p, alors on peut écrire comme de suit x1 puissance p-1 q p-1 x2 jusqu'à xn, où q est un polynôme. Je voulais écrire q0 parce que c'est un constant. Plus x p-2 q1 x2 xn plus jusqu'à x1 q p-2 x2 xn plus q p-1 x2 jusqu'à xn. On peut trouver les polynômes q0 jusqu'à q p-1. Et pour chaque x2 jusqu'à xn, px1 jusqu'à xn, bien, si je fixe x2 jusqu'à xn, px1 de xn est un polynôme dans la seule indéterminée x, x1, c'est-à-dire et de degré moins que p, qui est 0 pour chaque choix de x1. Et alors, un polynôme dans d'une indéterminée qui est 0, qui est 0, qui a p0, mais à degré moins que p, pour être le polynôme 0. Et alors, pour chaque choix de x2 jusqu'à xn, ce polynôme est 0. Donc, tous les polynômes, ou tous les coefficients égale 0 pour chaque x2 jusqu'à xn. Et donc, les polynômes sont 0 partout. Ils ont degré moins que p. Et donc, par récurrence, tous les QI sont 0. Et donc, P égale 0.
Et maintenant, le moment, la vraie preuve commence. Parce que je n'ai pas parlé de l'hypothèse. L'hypothèse qu'on a un ensemble A et pour chaque Y, il y a une droite L, X, Y, une droite dans la direction Y qui est un sous-ensemble de A. Et maintenant, je vais l'utiliser. Donc, oui, je vais vous donner encore un lemme. Soit P, un polynôme de degré moins que P, de degré D moins que P. Tel que P, la restriction de P à 1, P restreint à A égale 0, où A vérifie l'hypothèse, c'est-à-dire pour chaque Y, il y a une droite dans la direction. Alors, la partie PD de degré D de P, c'est-à-dire P est une combinaison de monômes, une combinaison linéaire de monômes de degré au plus D. Et il y a certains termes de degré D. On prend que les termes de degré D, et ça nous donne la partie PD de degré D. Et 0 partout, c'est-à-dire égal 0 partout. Peut-être que je préfère écrire égal. Et la preuve, je vais considérer une P X plus TY égale 0 pour chaque T. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais, disons que P X égale la somme R1 plus Rn moins que P CR1 Rn x1 exposant R1 xn exposant Rn. Si on a ça, on a que P x plus T y égale la somme CR1 Rn x1 plus Ty1
exposant R1 jusqu'à xn plus t yn exposant Rn. Et maintenant, je vais penser, x et y sont fixes, sont deux points qu'on a choisis, mais maintenant on a un polynôme en la variable t de degré au plus au moins que p. Et quelle est la... Ah, j'ai dit que le degré était d. Donc, je vais réécrire ça. Je vais être plus d. Je veux voir ce qui est le coefficient de t puissance d. Alors, si on regarde ici, on voit que si R1 plus jusqu'à Rn est plus petit ou égal à D, pour arriver à choisir T puissance D, il faut choisir le TY partie de chaque parenthèse. Et donc, c'est CR1, Rn, Y1 puissance R1, Yn puissance Rn. Non, je vais le réécrire parce que c'est la somme de tous les termes là, tels que R1 plus Rn égale D. Parce que si R1 plus jusqu'à Rn est inférieur à D, on ne peut pas obtenir T puissance D. Donc, c'est R1, Rn, Y1 puissance R1 jusqu'à Yn puissance Rn. Et c'est PD de Y. C'est la partie de degré D de P, Y. Et parce que PD à degré D, la partie PD n'est pas 0. Mais on sait aussi que P est 0 pour chaque T. Et donc, on a PD de Y égale 0. Parce que PD n'est pas le polynôme 0, mais P restreint à la droite L, X, Y est 0. Et donc, c'est le polynôme 0. Et donc, sa coefficient doit être 0. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que pour chaque y sauf 0, PD d'y égale 0. Mais PD est un polynôme homogène de degré D, et donc PD 0 égale 0 pour des raisons très simples. Et alors, PD égale 0 partout. Mais maintenant, on a un problème, peut-être. On a
qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? On a je, tout cela implique que la taille de A est au moins n plus p-1, bon, n parmi n plus p-1. Pourquoi? Parce que si A a taille moins que n parmi n plus p-1, il y a un polynôme non trivial de degré moins que p, tel que p est 0 sur A, mais ça nous donne que PD égale 0 partout, mais P à degré D, pas au plus D, mais degré exactement D. Donc si on a montré que PD est 0 partout, et D est moins que P, alors PD est 0, mais c'est une contradiction parce que PD est la partie de degré D d'un polynôme non trivial. Et c'est la fin de la preuve. La seule chose à vérifier est que n plus p-1, n parmi n plus p-1 est au moins p puissance n divisé par factoriel de n, qui est facile à vérifier. Et c'est la fin de la preuve du théorème de De Vere, qui est une grande surprise quand il l'a trouvé. Et le prochain résultat dont je vais parler était aussi une grande surprise. Et c'est le problème j'ai écrit quelque part qu'en français on dit A7, mais en anglais c'est cap sets. Je ne sais pas si c'est un terme standard ou si quelqu'un l'a inventé, mais je vais l'utiliser, A7. C'est quoi un asset? C'est un sous-ensemble de F3 exposant n qui ne contient, c'est un peu l'inverse que ce qu'on vient de faire, qui ne contient aucune droite affine. Ce qui est la même chose, ne contient aucun triple x, y, z d'éléments distincts tels que x plus y plus z égale 0. On peut voir facilement que c'est la même chose dans ce cas, dans F3
exposant n. Et le problème était, quelle est la taille maximale possible d'un asset. Et en utilisant un argument très proche à l'argument que j'ai utilisé pour prouver le théorème de Roth, on peut obtenir une borne supérieure de 3 puissance n divisé par n multiplié par un constant. Et avec beaucoup d'efforts, Michael Bateman et Nets Katz l'ont amélioré, ont obtenu une borne de la forme 3 puissance n divisé par n puissance 1 plus c, où c était plus grand que 1, mais très petit. Donc c'était une percée, mais l'amélioration n'était pas énorme. Et il y a 4 ou 5 ans, il y avait un développement remarquable. D'abord, il y avait une solution d'un problème assez proche de Crout, Lev et Parr, qui ont introduit l'idée d'utiliser les polynômes pour des problèmes comme ça. C'était mais ils ont considéré un problème dans F4 puissance n, le champ de 4 éléments. Et tout de suite après, ou 2 semaines après, Ellenberg et Geisweit ont montré qu'on pouvait utiliser les polynômes d'une façon assez similaire pour obtenir une borne pour ce problème de la forme c puissance n, où c est un constant moins que 3, c'est un peu plus que 2,7. Et moi, je ne suis pas très intéressé par la valeur qu'on peut obtenir pour C, mais je vais juste montrer qu'on peut obtenir une valeur qui est moins que 3. Donc, c'est une amélioration exponentielle de la borne. C'était dramatique. Et ce qui est encore mieux est que la preuve était beaucoup plus simple, par exemple, que la preuve de Bateman et Katz. C'est même plus simple que la preuve. Je pense que c'était plus simple que la preuve qui utilisait l'analyse de Fourier, qui n'était pas très compliquée, mais je pense que la preuve que je vais vous montrer est encore plus simple. Et la preuve a été un peu réécrite par Terence Tao, et c'est son argument que je vais utiliser parce que je l'aime beaucoup. Et il a introduit une notion de rang pour les tenseurs ou des fonctions de 3 variables ou plus, qu'il a appelé en anglais slice rank. Et moi, je vais l'appeler parce que le rang des tranches. Mais peut-être il y a un nom, un meilleur nom que ça, mais ça va nous servir. Et donc,
soit F est un champ, F, X, Y et Z sont trois ensembles, pour nous, ils vont être des ensembles finis. On a une fonction de trois variables qui prend des valeurs dans un champ F. Et le rang des tranches de F et le R minimal tel que F a une représentation dans la forme F de X, Y, Z égale. C'est un peu compliqué à écrire, mais l'idée est simple. I de 1 jusqu'à R1, F, I de X, GI de Y, Z, plus la somme de R1 plus 1 jusqu'à R2, FI d'Y, GI de X et Z, plus la somme de R2 plus 1 jusqu'à R, FI de Z, GI de X, Y. C'est-à-dire, on peut, disons qu'une application est basique si elle est, bon, je ne vais pas l'écrire, mais si elle est le produit d'une fonction d'une variable et une fonction de deux variables. Et le rang des tranches de f est le nombre minimal de fonctions basiques qu'il faut pour représenter f. Et c'est une généralisation du rang d'une matrice, parce que si on a une fonction de deux variables, le rang est le nombre, le R minimal tel qu'il y a une représentation FIX, GI, FIX, GI, Y. Et donc, c'est une généralisation, ce n'est pas la généralisation la plus évidente, mais c'est une généralisation possible de la notion du rang d'une matrice. Et ça va être très utile pour le problème des assets. Et maintenant, je vais prouver un lemme. Soit
f une application telle que f, x, y, z n'est pas égal à 0 si et seulement si x égale y égale z. Donc, c'est un peu comme une matrice diagonale, mais c'est un tenseur diagonal qui n'est pas 0 sur le diagonal. Alors, le rang de tranches, peut-être je vais écrire le rang des tranches de f égale la taille de A. La borne supérieure est facile. F, x, y, z égale la somme de chaque A dans A de F, A, delta A, X, delta A, Y, delta A de Z, où delta A de X est 1 si X égale A et 0 si X n'égale pas A. Ici, j'ai un produit d'une fonction de 1 variable avec une fonction de 2 variables. Et j'ai une somme de la taille de A fonction. Donc, j'ai montré que le rang des tranches de f est au plus la taille de A. Mais c'est la borne inférieure qui est intéressante, bien sûr. Et pour le montrer, et maintenant, supposons qu'on peut écrire f dans la forme qu'on veut. Est-ce que je dois le... Dans la forme qu'on avait avant, je ne vais pas le réécrire. Mais ici, c'est la forme... Il faut maintenant montrer que R est au moins la taille de A. Et ce que je vais faire, et je vais choisir on peut choisir une fonction h telle que la somme h de x, fi de x égale 0 pour chaque i entre 1 et R1. Les fi sont les applications qu'on a utilisées dans la première terme ici. Donc, je vais choisir une application h qui est orthogonale aux applications fi. Et aussi, la condition 1, h de x le nombre de x tel que h de x
égale 0 est au plus R1. Donc, il y a R1 condition linéaire qu'on impose sur H, et on peut le faire avec au plus R1, 0. Et pour voir ça, on peut on peut considérer la matrice des équations linéaires satisfaites ou vérifiées par H, des rangs des lignes de la matrice vont être données par l'application FI. Et si on utilise des opérations sur les lignes, on peut obtenir un système équivalent d'équations avec une matrice qui a... La matrice va être R1 par N et il y aura des colonnes comme ça. Donc, il y a une partie qui nous donne l'identité R1 par R1. Et maintenant, on peut choisir les valeurs qui ne correspondent pas aux colonnes que j'ai marquées ici. On peut les choisir librement et en particulier, on peut les choisir sans les zéros. Et après, on peut choisir les valeurs qui correspondent aux colonnes ici pour être sûr qu'on vérifie les équations ici. Donc, c'est un exercice assez facile de l'algèbre linéaire, de montrer qu'on a une application H comme ça. Et maintenant, soit G à carré jusqu'à F la fonction G, Y, Z égale la somme sur X de H de X, F de X, Y, Z. Et G, Y, Z égale 0 si Y égale pas Z, ou si H d'Y égale 0,
Et sinon, G, Y, Z n'égale pas 0. Alors, le rang de G, si on le considère comme une matrice, est au moins A, ou exactement, au moins A, R, la taille de A moins R1, parce que H, Y est 0, seulement R1 fois au plus. Mais en même temps, on a que, je vais retourner à l'expression qu'on a pour F. Si j'ajoute est-ce que je peux... Maintenant, je pense que je dois le réécrire. J'ai f, x, y, z égale la somme 1 jusqu'à R1, if f1, fi, x1, gi, y, z. Non, pas x1, juste x, gi, y, z, plus R1 plus 1, R2, fi, y, gi, x, z, plus somme R2 plus 1, R, fi, z, gi, x, y. Et maintenant, la somme h, x, f, x, y, z, qu'est-ce qui va se passer? Ici, parce que la somme hx, fix est 0, ce terme-là va disparaître. Et ce terme-là va prendre la forme R1 plus 1 jusqu'à R2, FI, Y, multiplié par une application qui est la somme sur X de GI de X, Z, qui est une fonction de Z seulement. Donc, je peux l'écrire UI de Z. Et ici, la même chose, R2 plus 1 jusqu'à R, FI de Z, multiplié par une fonction seulement de Y. Je vais l'écrire UI, Y. Ce que nous dire que le rang de G, c'est la définition de G là, est au plus à R moins R1. Et si je mets les deux inégalités ensemble, j'arrive à la conclusion que R est plus grand que la taille de A. Bien, maintenant, je vais utiliser ce résultat pour trouver une borne supérieure sur la taille de A en utilisant une observation simple mais très utile, qui est que je peux définir un polynôme sur A si j'ai l'hypothèse que A est un sous-ensemble de F3 exposant n qui ne contient aucune droite affine on a pour chaque triple
x, y, z dans A cube, l'identité la somme delta A x, delta A y, delta A z, qui est un tenseur diagonal, égale le produit moins x i plus y i plus z i carré, comme ça. Et c'est pourquoi? C'est parce que ce produit est 1 si et seulement si il n'y a pas de xi plus yi plus zi égale 1, 0, 1 ou 2. Le carré va être 0 ou 1. Si le carré est toujours 0, toutes les parenthèses vont être 1 et on a 1. Et sinon, si jamais existe i tel que xi plus yi plus zi n'est pas 0, le carré égale 1 et on a 0 et donc le produit est 0. Donc, en général, ce produit égale 0 n'est pas 0 si et seulement si x plus y plus z égale 0. Mais si A ne contient aucune droite affine, cela arrive si et seulement si x égale y égale z et on a le côté gauche. Donc, on a cette façon d'écrire un tenseur diagonal qui n'est pas 0 dans le diagonal. Et on va montrer que le rang de tranche de ce polynôme est beaucoup moins grand que 3 puissance n. Et ça va parce que on sait que le rang de tranche de ce côté-là égale la taille de A. Donc, si on a une borne supérieure pour le rang de tranche de cette application-là, de ce polynôme, on a une borne supérieure pour la taille de A. C'est l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce polynôme ici? C'est un polynôme de degré 2n. P, x, y, z. Le degré de P égale 2n. C'est un polynôme dont les indéterminés x1 jusqu'à xn, y1 jusqu'à yn, z1 jusqu'à zn. Et chaque terme a une forme C, x1 jusqu'à zn, x1 puissance r1, xn puissance rn, y1 puissance s1, yn puissance sn, z1 puissance t1, zn puissance tn, et ri, si et ti sont des éléments de 0, 1 ou 2. Et quoi d'autre? Et le degré
est au plus de n. Bien, pour chaque monôme, par le principe des tiroirs, on a que le minimum de la somme des RI, de degrés de la partie de X, la somme des SI, la somme des TI est au plus de n sur 3. Alors, on peut trouver une partition des monômes en 3 ensembles, en 3 parties. X, Y, Z, tel que si le monôme est un élément de X, Y, Z, on a la somme des RI, la somme des SI, la somme des TI est au plus de n sur 3. Et maintenant, je vais considérer la somme je vais l'écrire comme ça, la somme sur X des monômes C R1 jusqu'à Tn X1, Xn, Rn, Y1, S1, Yn, Sn, Z1, T1, Zn, Tn. Donc, par cela, je veux dire que je prends tous les monômes tels que dans X et donc pour tous les monômes dans X, on a que la somme des RI est au plus 2n sur 3. Et je vais l'écrire, on peut l'écrire dans la forme la somme X1, X2, R2 jusqu'à Xn puissance Rn multiplié par un polynôme en Y et Z. Et la condition sur les RI est que la somme est au plus 2n sur 3. Et on voit que le rang de tranche de cette expression-là est au plus le nombre de suites d'exposants R1, R2 jusqu'à Rn, tel que la somme est au plus 2n sur 3. Et on peut faire la même chose. On peut
faire de même pour Y et Z. Et alors, le rang de tranches, j'ai changé d'avis. Maintenant, je l'appelle le rang de tranches et pas le rang des tranches. Je pense que c'est mieux. Peut-être même rang de tranche sans le S, je ne sais pas. Bien, le rang de tranche du polynôme P est au plus 3m, où m est le nombre de R1 jusqu'à Rn dans 0, 1, 2 puissance n, tel que R1 plus Rn est inférieur ou égal à 2n sur 3. Mais, et donc, on a aussi que le rang de tranche de P doit être égal, doit être au moins la taille de A. Sinon, on a montré que cette expression-là, quand C a rang de tranche égal à A, aurait rang de tranche moins de A. Donc, ça montre que la taille de A est au plus 3m. Je ne vais pas donner beaucoup de détails, mais je vous ai donné dans la deuxième séance de ce cours des outils qu'il faut qui suffit pour montrer que 3m est exponentiellement plus petit que 3 puissance n. Et c'est pourquoi? C'est parce que si on choisit R1 jusqu'à Rn au hasard, la probabilité que R1 plus Rn est moins que, inférieur ou égal à 2n sur 3 est exponentiellement petite par l'inégalité d'Azuma. Parce que l'espérance de cette somme est n, et on a donc 2n sur 3 est beaucoup plus petit que n, et si on utilise l'inégalité d'Azuma de façon assez facile, on peut conclure que cette probabilité est exponentiellement petite. C'est-à-dire, et donc, on a que m est au plus e puissance moins cn multiplié par 3 puissance n pour un constant strictement positif c. Et donc 3m
est au plus c puissance n pour un constant c qui est moins que 3. Et on a une amélioration exponentielle de la borne précédente de 3 puissance n sur n puissance 1 plus c de Bateman n et Katz. Et bien, c'est fini cette preuve-là. Et je vais continuer avec la troisième partie de cette séance qui est peut-être un N majuscule parce que c'est un mot allemand. Le Nullstellensatz combinatoire d'Allen, Noga-Allen. Et c'est l'énoncé suivant. Soit F un corps commutatif et P et S1 jusqu'à Sn des sous-ensembles de F et soit P un polynôme avec des coefficients dans F, je ne vais pas l'écrire, aux indéterminés x1 jusqu'à xn. Et supposons qu'il existe R1 jusqu'à Rn tel que Ri est inférieur à la taille de Si, que le degré de P égale R1 plus Rn et il y a un terme où je vais l'écrire d'une façon différente et le coefficient de x1 exposant R1 jusqu'à xn exposant Rn n'est pas 0. Et la conclusion est que alors il existe x dans le produit des ensembles SI tels que P de x n'est pas 0. C'est peut-être pas tout de suite clair
pourquoi c'est c'est intéressant, mais on va voir que on peut l'utiliser. euh, et il y a beaucoup d'applications. Je vais vous montrer deux. Mais d'abord, je vais prouver euh, le, le théorème ou lemme, je ne sais pas ce qu'on devrait l'appeler. Mais, eh bien, voici la preuve qui est très simple. Euh, je vais montrer par récurrence sur le degré de P. Et supposons que Px égale 0 pour chaque x dans le produit des SI. On peut écrire P de x1 jusqu'à xn égale à... Oh, désolé, je veux dire quelque chose un peu différent ici. Soit A, un élément de S1, on peut écrire P de x1 jusqu'à xn égale x1 moins A multiplié par Q de x1 jusqu'à xn plus R de x2 jusqu'à xn par la division des polynômes. Et on suppose que Px égale 0 pour chaque x. Et donc, P de A x2 jusqu'à xn égale 0 pour chaque x2 jusqu'à xn. Et puisque ce terme-là est 0, il s'ensuit que ce terme-là est 0. Et donc, R x2 jusqu'à xn égale 0. Et maintenant, pour chaque x2 jusqu'à xn, et donc, P de x1 jusqu'à xn égale x1 moins a q x1 de x jusqu'à xn pour chaque x dans le produit. Et q et maintenant on peut en déduire que q égale 0 pour chaque x dans S1 moins A multiplié par S2 multiplié par Sn parce que
si x n'égale pas a, ce terme-là n'est pas 0, et donc c'est q qui doit être 0. Mais le coefficient de x1 exposant R1 moins 1, x2 exposant R2, xn exposant Rn n'est pas 0. Par la division des polynômes. On peut le voir facilement. Et donc, on a une contradiction. L'hypothèse de récurrence est qu'on a une contradiction parce que Q vérifie toutes les conditions. Q est 0 sur cet ensemble-là. Le degré de Q est au plus la somme des exposants ici. Et on a un terme avec un coefficient qui n'est pas 0. Et c'est fini. Il y a un petit détail. Si S1 avait, la taille de S1 avait été 1, je n'aurais pas pu considérer S1 moins 1, mais si tous les ensembles là ont taille 1, le résultat est trivial. C'est la case de base. C'est le début de la récurrence. Donc, c'est prouvé. Ce n'était pas trop difficile. Et maintenant, je vais vous donner 2 conséquences. Et je vais commencer avec le théorème de Cauchy et Davenport. Cauchy est mort avant la naissance de Davenport, mais Davenport a découvert le résultat et quelques années après, il a découvert que Cauchy l'a obtenu beaucoup avant. Et le résultat est le suivant. Tout d'abord, une définition. Si je vais prendre 2 ensembles A et B, 2 sous-ensembles de FP, du corps FP. Et la somme des ensembles est, par définition, l'ensemble de x plus y, tel que x est un élément de A et y est un élément de B. C'est la définition. Et le théorème est que la taille de A plus B est au moins la taille de A la taille de A plus la taille de B moins 1, mais la somme ne peut être plus grand que FP, et donc il faut mettre un minimum avec P. Donc, commençons par si A plus B est plus grand que P, je vais montrer que la taille est au moins P.
de la somme. Et c'est facile. Pour chaque x des ensembles A et x moins b, c'est-à-dire l'ensemble de x moins y tel que y est un élément de b, ne peuvent pas être disjoints parce que leur taille, la somme de leur taille est plus grand que P. Et donc, X est un élément de A plus B. Et ça ne donne que A plus B. La taille de A plus B est au moins P. Et sinon, maintenant on peut supposer que la taille de A plus B est au plus P. Et maintenant, supposons que on va chercher une contradiction. La taille de la somme est au plus la taille de A plus la taille de B moins 2. Bien, on veut utiliser le Nullstellensatz combinatoire. Donc, il faut définir un polynôme qui va être 0 sur un produit d'ensemble et d'une façon assez naturelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un candidat qui est le polynôme P de deux variables, de deux indéterminés, P de x, y égale le produit sur tous les éléments de A plus B. Donc, si A plus B n'est pas trop grand, le degré de ce polynôme ne va pas être énorme, de x plus y moins c. Et on voit tout de suite que si x est un élément de A et y est un élément de B, x plus y est un élément de A plus B, et donc il y a un terme dans ce produit qui est 0, et donc le polynôme est 0. Et donc, on voit tout de suite que P x, y égale 0 pour chaque paire x, y dans A multiplié par B. Quoi d'autre? On a que le degré de P est au plus la taille de A moins 1 plus la taille de B moins 1. On peut dire un peu plus, le degré de P égale la taille de la somme. Et il reste de trouver un terme x exposant R, y exposant S, tel que R est au plus et moins que la taille de A, S est moins que la taille de B, R plus S égale le degré de P, et la coefficient
de x puissance r, y puissance s n'est pas 0. Si on a ça, on sera fini. On aura la contradiction. Mais on peut, c'est facile de trouver, parce que la taille de a plus b est plus a moins 1 plus b moins 1 par hypothèse. Il est facile de trouver r et s tel que r plus s égale la taille de a plus b et r est inférieur à la taille de a, s est inférieur à la taille de b. Et une fois qu'on a choisi R et S, on voit que il y a quatre conditions. 1, 2, 3 et 4. Bien, les conditions 1 jusqu'à 3 sont faciles à obtenir. Mais la coefficient, bien, on choisit R et S qui vérifient les conditions 1 jusqu'à 3. Et la coefficient de x, r, y, s égale r plus s, r parmi r plus s. Mais r plus s est moins que p, parce qu'on est dans ce cas-là. Et p est un nombre premier. Et donc, r plus s, r parmi r plus s n'est pas 0 dans fp. Et la preuve est finie. On a trouvé le monome avec le terme avec un coefficient qui n'est pas 0. Et c'est la preuve du théorème du Cauchy-Davenport. Et on voit encore qu'il y a un problème qui n'a rien à voir avec les polynômes, et quand même on peut utiliser les polynômes pour le résoudre. Et voici un autre exemple. Je pense que cet exemple n'a pas un nom, mais c'est juste un exemple typique de l'utilisation du Neustadt-Zatz combinatoire. C'est le problème suivant. Je vais prendre une nouvelle page. Je vais écrire comme ça. Soit (0,1) puissance n moins 0, c'est le vecteur 0. Et je vais penser de ça, c'est un sous-ensemble de R exposant n. C'est mal écrit. Soit H1 jusqu'à HM, une collection d'hyperplans. Je ne sais pas si c'est d'hyperplans ou de hyperplans, mais je pense que c'est d'hyperplans.
Je ne suis vraiment pas sûr. Non, je vais dire deux hyperplans. Tel que pour chaque i, 0 n'est pas un élément de hi et tel que 0, 1 puissance n moins 0 est contenu dans l'union des hyperplans. Et la question est, est-ce qu'on imagine quelle est la taille minimale possible de M? Combien d'hyperplans faut-il pour couvrir tout cet ensemble si on ne peut pas couvrir 0? Et juste un petit exemple pour si hi égale l'ensemble de x tel que xi égale 1, on a que 0, 1 puissance n moins 0 est un sous-ensemble de l'union des hi. Et donc, on peut le faire avec m égale n. Et la question est, est-ce qu'on peut le faire avec m moins que n, avec m égale n moins 1 par exemple? Et la réponse est non. Et la preuve est une autre application du Nullstellensatz. Et pour le montrer, on va et encore une fois, il y a un candidat très naturel d'un polynôme qu'on peut utiliser. D'abord, je vais juste supposons que hi égale l'ensemble de x tel que x wi, produit scalaire, égale 1. Chaque hyperplan qui ne contient pas 0 peut être écrit dans cette forme-là. Et qu'il y a m de ces hyperplans et que m est moins que n. Et maintenant, mon polynôme va être p de x égale le produit de 1 moins x wi. C'est assez naturel parce que le degré de ce polynôme est... Ici, on a une fonction linéaire, donc le degré est m, parce qu'on a un produit de m facteur linéaire.
Mais il y a un petit problème. Autre chose est que si x n'égale pas 0, il existe, je ne l'ai pas dit, mais on va supposer que cette condition-là est vérifiée, que cet ensemble-là est contenu dans l'union des hyperplans. Donc, si x n'égale pas 0, il existe i tel que x est un élément de HI, et donc que x, wi égale 1, et donc il y a un des facteurs qui est 0, et donc le produit est 0. Mais le petit problème est que si x égale 0, on a que px n'est pas 0. Mais heureusement, ce problème n'est pas un problème, ça nous aide, parce qu'on a un autre problème qui va être difficile de trouver un terme. Nos ensembles SI vont être 0, 1. Alors S1 égale S2 égale jusqu'à Sn égale 0, 1. C'est clair. Et donc, il faut trouver R1 jusqu'à Rn, Ri moins que 2, tel que le coefficient de x1 puissance R1 jusqu'à xn puissance Rn a un coef non zéro. Mais ce n'est pas clair comment on va le faire, mais les deux problèmes vont ensemble. La solution d'un des problèmes nous donne une solution à l'autre, comme on va voir très bientôt. Parce que maintenant, pour résoudre le premier problème, on va ajouter un polynôme qui va être, on va soustraire un polynôme qui va être 1 à 0 et 0 à tout autre x, et c'est facile à définir, soit qx égale le produit 1 jusqu'à n, 1 moins xi. Et donc, à 0, on a 1, et si x est un élément de 0, 1 exposant n qui n'est pas 0, q va être 0. Et finalement, notre polynôme ne va pas être p, il va être p moins q égale 0 sur 0, 1 puissance n. Le degré de p moins q égale n, parce que ici il y a un degré de m qui est moins que n, et ici on a un degré de n. Alors le degré de la différence est n, est égal à 1 plus 1 plus 1. Donc, notre choix des exposants R1 jusqu'à Rn va être 1, 1, 1, 1. Et le coefficient, je veux dire, de x1 jusqu'à xn est moins 1
puissance n qui n'est pas 0. Et on sait ça parce que le degré de ce parti est moins que n. Et donc, on ne peut pas, il n'y a pas une constellation. On a ce terme-là qui vient de Q. Et donc, le théorème est prouvé. Et comme j'ai dit au début, les deux premiers théorèmes, le théorème de Dvir et le théorème de Ellenberg et Geisweit sur le problème des A7, sont remarquables, importants, et il y a d'autres théorèmes inspirés par les preuves, d'autres preuves qui ont été inspirées par leurs preuves, mais je pense que l'utilisation du Neustellensatz est un peu plus comme une méthode. Il y a beaucoup d'exemples. On peut trouver des exercices assez attirants où il faut trouver un moyen d'utiliser le Neustellensatz. Alors, c'est un peu plus une technique, mais les autres sont plutôt des théorèmes qu'on peut comprendre et essayer de trouver des variations, mais pas vraiment une technique flexible comme le Milch-Stellensatz. Eh bien, j'ai fini pour ce cours. Merci pour votre attention. Et après chaque séance, j'étais très conscient qu'il y a beaucoup plus à dire, mais je pense que pendant les années à venir, je vais vous donner beaucoup plus de détails sur beaucoup des thèmes dont j'ai parlé un tout petit peu cette année. Et j'espère aussi que les cours que je vais donner au futur vont être en présentiel à Paris. Cette année a été un peu particulière, mais bien, encore une fois, merci pour votre attention et à l'année prochaine.